rappelle que cette IMAG est interprétée en anglais et français pendant la première heure. Vous pouvez choisir la langue de votre choix en cliquant sur l'icône globe en bas de votre écran. Les intervenants seront majoritairement francophones aujourd'hui. Hello everyone and welcome to this IMAG on climate action in Africa. I remind you that this event is being live translated in French and English. You can choose your language by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. Donc, vous pouvez vous renommer avec votre nom et votre organisation, nous dire d'où vous venez dans la discussion. N'hésitez pas également à écrire vos questions et vos remarques dans la discussion. On prendra le temps d'y répondre à la fin de cette IMAG et on pourra ensuite continuer par mail les discussions si besoin. Donc, on va pouvoir commencer. Je me présente, je suis Chloé Quinonero et je travaille aux événements et coalitions à Climate Change. Je vais participer à la modération de cette session. Et si vous ne connaissez pas Climate Change et que vous souhaitez en savoir plus, on va vous partager le lien de notre site web dans la discussion. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la question de l'habitat durable en portant notre attention sur les méthodes de construction traditionnelles et les matériaux locaux et résilients au changement climatique. On s'intéressera aux différents aspects qui peuvent permettre aux acteurs à différentes échelles de participer à un changement de modèle et de paradigme pour l'habitat sur le continent africain. Donc pour ce numéro, on n'aura malheureusement pas la présence de notre observatoire Afrique, mais une note d'analyse sera prochainement publiée sur le sujet et nous ne manquerons pas de la partager avec vous dans les prochaines semaines. Mais au sommaire aujourd'hui, dans un premier temps, nous accueillerons Zineb Ben Abderrazik, qui est architecte basé actuellement au Maroc, mais qui a aussi vécu au Bénin et qui apportera des éclairages sur les leviers de l'habitat durable avec une approche sociale, économique et écologique. Ensuite, nous plongerons plus dans l'actualité de notre sujet du jour avec le journaliste Benoît-Yvan Wanzi du média spécialisé sur le développement durable Afrique 21, qui est partenaire de cette IMAG. Dans un second temps, Stéphanie Ndiomo, qui est entre autres ambassadrice du Pacte mondial pour l'environnement au Cameroun et en Afrique centrale et fondatrice de Community Information for Climate Action, modérera le panel. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Et dans cette seconde partie, on se concentrera sur des bonnes pratiques dans le secteur et on aura l'occasion de discuter avec Doudou Dem, cofondateur de l'entreprise Élémentaire au Sénégal, et Anne-Cécile Rago, responsable développement et partenariat de l'association La Voûte Nubienne. Et nous terminerons cette IMAG avec un temps spécial dédié au prochain sommet Climate Change Afrique qui aura lieu à Yaoundé, au Cameroun, du 23 au 25 octobre prochain. Les co-organisateurs seront présents, donc on aura la présence de François Osama du ministère de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun, qu'on remercie pour sa présence. Et on donnera ensuite la parole à des partenaires spécialistes du thème de l'habitat qui proposeront des sessions pendant le sommet, qui, je le rappelle, a pour objectif de préparer ensemble la COP28 et le prochain Forum urbain mondial de 2024. Enfin, les 15 dernières minutes de l'IMAG seront consacrées aux questions-réponses et à la conclusion. Mais comme on a un programme assez chargé aujourd'hui, je vais tout de suite donner la parole à Zineb Ben Abderrazik. Zineb, en quoi les méthodes de construction traditionnelles peuvent-elles contribuer à un habitat durable? Quelles sont, selon vous, les limites? Et on peut peut-être aussi commencer par un petit cadrage de définition sur le sujet. Merci. Merci Chloé, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de cette IMAG. Je me présente, je m'appelle Zineb et j'ai la chance de travailler au Maroc, en France et au Bénin. Et donc, comme l'a dit Chloé, nous allons échanger autour des leviers pour un habitat plus durable. Je vais brièvement donner le contexte du domaine de la construction à travers mes expériences béninoises et marocaines. Et dans un second temps, je vous parlerai de l'approche environnementale, sociale et économique. Et donc, je commencerai par résumer qu'est-ce que l'habitat et qu'est-ce que l'habiter. Ce sont deux concepts sociologiques qui définissent le lieu et la pratique. L'habitat, c'est la première des architectures et c'est une architecture qui est très proche de l'usage. Et je vais vous revenir sur le sujet pour vous donner quelques données et recadrer le contexte. Il faut savoir que le domaine de la construction est responsable de 30% des émissions mondiales. À l'horizon 2050, le continent africain prévoit 950 millions de nouveaux habitants.
Et dans le continent africain, de nombreux territoires sont soumis à la montée des eaux et on attend donc une migration de population de 700 millions de personnes à l'horizon 2030. Et donc, je vais vous définir qu'est-ce qu'est les traditions architecturales pour contextualiser le domaine de la construction. Et donc, aujourd'hui, que l'on soit au Maroc, en France et au Bénin, on construit avec les mêmes matériaux et donc de manière standardisée, sans prendre en compte l'environnement qui nous entoure. Et c'est donc, à l'instar des précédentes traditions architecturales qui sont définies par des savoir-faire constructifs développés, en adéquation avec les ressources locales, les conditions climatiques et les usages d'une communauté. Et c'est ce qui favorise une construction qui est durable et respectueuse de l'environnement, et ce qui est contraire aux techniques de construction actuelles qui sont standardisées et globales. Et donc, ces méthodes qui sont standardisées et globales, et ben, en fait, on parlera du béton. C'est le principal matériau qu'on utilise quand on parle de standards et enfin de construction standardisée. Et c'est un matériau qui a permis de répondre à la croissance urbaine et démographique, mais c'est un matériau qui est polluant. Il est polluant parce qu'il utilise des ressources qui sont limitées, comme le sable par exemple, et il ne permet pas une efficacité énergétique suffisante et il produit des déchets. Par exemple, il n'est pas réutilisable, contrairement à la terre ou le bois. Mais ce type de matériau, c'est un matériau qui est accessible, qui est standard et il est utilisé généralement dans les territoires en voie de développement, mais partout dans le monde. Et en fait, ces pays en voie de développement, ils tendent vers des standards de modernité qui sont occidentaux. Et donc, ils montrent une volonté de rupture avec les modes constructifs traditionnels. Et donc, certains matériaux qui sont locaux, comme la terre, la paille, ils font l'objet d'un vif rejet de l'opinion publique. Et ils sont donc considérés comme des matériaux pauvres. Et ils sont écartés de toute considération constructive au profit du béton. Mais pourtant, par exemple, un matériau naturel comme la terre apporte des propriétés thermiques plus avantageuses et plus appropriées que le béton. Et l'utilisation des modes de construction, on va dire, locales et traditionnelles, elle présente trois limites. Une limite qui est économique, parce que selon mes expériences, construire avec des matériaux locaux, c'est plus coûteux que construire en béton. Justement, c'est un matériau qui est standard et qui est accessible. La limite également, c'est une limite de mise en œuvre, parce qu'il y a tout le volet de la formation. Avec l'avènement du béton, par exemple au Bénin et au Maroc, les deux pays font face à une perte de savoir-faire constructif traditionnel et ça met en exergue la difficulté d'utiliser ce type de mode constructif. Et après, il y a une limite qui est réglementaire parce que par exemple, c'est les maîtres qui construisent et on va dire, ces maîtres. Au Maroc, on les appelle par exemple les mehlim. En fait, ils sont souvent de l'ordre de l'informel. Et en fait, le domaine de la construction, c'est un domaine qui est normé et c'est compliqué en tant qu'architecte de faire appel à ce type de maître de la construction. Et donc voilà, ça c'est un bref portrait du domaine de la construction. Et maintenant, en fait, on a ce contexte et on se dit, c'est quoi les leviers en tant qu'architecte qu'on pourrait mettre en place pour prévoir et parvenir à un habitat qui est plus durable. Et donc, il y a trois approches, écologique, sociale et économique. Et je commencerai par le volet écologique. Et donc, en tant qu'architecte, on a des outils comme le choix des matériaux, l'orientation du bâtiment, la végétation et ainsi de suite. Et donc, pour faire référence à ce que je disais tout à l'heure, on ne construirait pas à Cotonou comme on construirait à Marrakech, comme on construirait à Nairobi. Et donc, ces trois villes, elles sont soumises à des conditions climatiques différentes et des ressources locales qui sont aussi différentes. Pour vous donner des exemples, au Bénin, par exemple, on n'isole pas, c'est un climat qui est tropical, il faut se protéger du soleil, il faut utiliser des matériaux avec une bonne inertie thermique pour pouvoir garder un espace frais, il faut orienter le bâtiment de manière traversante vers les vents dominants. Et donc ça, c'est un ensemble d'outils. Tandis qu'à Marrakech, rien à voir, il faut isoler, il y a de grands décalages thermiques, il faut une ventilation qui est traversante, il faut que les ouvertures elles soient grandes en hiver pour pouvoir chauffer naturellement avec le soleil l'espace, et en été que les ouvertures soient plus petites pour garder au frais au maximum l'espace. Et donc, tous ces mécanismes, ils sont connus par les architectes. Et en fait, la limite, c'est que c'est compliqué de les mettre en œuvre parce qu'en fait, les clients, la maîtrise d'ouvrage publique ou privée, il y a vraiment cette envie de ressembler ou d'arriver à ces standards occidentaux. Et donc, en fait, c'est difficile de mettre en œuvre des matériaux qui sont locaux et des concepts bioclimatiques. Parce qu'en fait, ça mène vers des volumétries qui sont plus occidentales enfin, pas occidentales, mais qui sont plus standards et c'est difficile de mettre des outils bioclimatiques en œuvre. Mais après, la limite de cette approche, comme je vous l'ai dit, c'est l'offre en entreprise et cette approche sociétale de ces standards occidentaux.
Et donc, en fait, l'habitat durable, c'est aussi un enjeu qui est plus global. Et c'est ce qui pourrait être en fait l'approche sociale et l'approche économique. Et donc, en fait, les modes d'habiter, c'est toutes les pratiques autour d'un habitat. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas lésigner. Parce qu'en tant qu'architecte, c'est nous qui définissons les usages. Et donc, intégrer ces usages, ça permettrait d'initier un changement. Parce qu'en fait, si on comprend et on étudie les modes d'habiter, ça permettrait de créer des espaces qui sont de taille plus appropriée, des espaces qui sont modulaires, qui évoluent dans le temps. Et le simple fait d'avoir un espace qui est confortable, ça contribue largement à la durabilité au long terme d'un espace. Et donc, en fait, c'est les communautés locales qui sont le plus à même de connaître leurs besoins et c'est eux qui connaissent, en fait, le mieux leur territoire. Et donc, c'est aux chercheurs de pouvoir, intellectualiser ce savoir et pouvoir, le donner aux architectes pour, concevoir des habitats adaptés. Et donc pour finir, c'est une approche qui on pourrait parler d'une approche qui est économique et j'aime beaucoup la phrase: «Pour construire écologique, il faut être économique». Je m'excuse, il me faut un peu d'eau. Et donc allier écologie et économie, ça permet de construire durablement et je vous donnerai un exemple un peu décalé. Par exemple, il y a une entreprise française qui s'appelle Back Market et c'est une entreprise qui vend des appareils électroniques de seconde main à des prix très avantageux et c'est une entreprise qui a beaucoup de succès. Et donc, en fait, si on applique ce modèle à la construction, on aurait peut-être un résultat qui serait similaire parce que si la construction avec des matériaux naturels, elle serait moins coûteuse, elle serait beaucoup plus attractive et donc démocratisée. Et en fait, ça revient à tout le sujet de l'économie circulaire. Si on a des matériaux locaux, si on n'importe pas les matériaux, on a une construction qui est locale, une économie qui est locale. Et aussi, ça fait aussi un parallèle par rapport à l'autoconstruction, mais on pourra en parler par la suite. Et donc, je conclurai par une phrase de Hassan Fathi, c'est un architecte égyptien, qui a repris la phrase de Paul Valéry: «La véritable tradition, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces choses et qui en referait d'autres dans d'autres temps». Et je vous laisse sur ça. Merci. Merci beaucoup, Zineb, pour ces premiers éléments d'introduction. Et on va maintenant donner la parole à notre partenaire d'Afrique 21, Benoît Yvan Wanzi. Donc j'espère que la connexion est suffisante et qu'on va réussir à vous entendre parce qu'on n'arrive pas à vous voir, mais espérons qu'on arrive à vous entendre. Benoît Yvan, je voulais savoir quelles initiatives dans le secteur du bâtiment et de la construction durable ont attiré votre attention au cours de ces dernières semaines ou au cours de ces derniers mois. Vous pouvez activer votre micro. Ok, bah, on vous entend pas. Je ne sais pas si vous êtes là. Mhm. Sinon, on va devoir passer à la suite et on vous donnera la parole à la fin, le temps que ça se stabilise. Je pense on va peut-être procéder comme ça, parce qu'on vous entend vraiment pas du tout. Donc, essayez peut-être de vous... Allô? Ah, merveilleux. Oui, je vous repose la question Allô? peut-être qui était adressée à vous. Oui. Bon, je pense que là, on vous entend très très entrecoupé. À mon avis, la connexion est mauvaise, très mauvaise. Ok, bon, je pense que, comme je disais, en attendant que ça se stabilise, on va peut-être passer à la suite, si ça vous convient. Je suis vraiment désolée pour ce petit désagrément, mais je vais donner la parole en attendant à Stéphanie Ndiomo, ambassadrice du Pacte mondial pour l'environnement au Cameroun et en Afrique centrale, qui va modérer la suite de la session avec nous. Stéphanie, merci beaucoup d'être ici et je vous donne la parole. Merci, merci beaucoup Chloé de me passer la main pour cette Allô? deuxième étape. Allô, je, je pense qu'il y a une personne dont le micro était activé. Allô? Allô? Alors, je pense que c'est Benoît.
qui essaye Oui, je de Vous me pense faire qu'il recevez? l'établir. va... C'est ou- très entrecoupé, Benoît. Est-ce que tu nous reçois? Moi, je vous reçois parfaitement maintenant. Et Ah, vous? D'accord. Peut-être qu'on va donc te laisser y aller. si, si tu peux, 5 minutes pour la rubrique. OK. Ok, Désolé pour le désagrément. Comme vous le savez, voilà, le réseau n'est pas très stable ces derniers temps ici. Voilà. pas de souci. Donc, j'ai dû sortir. Je suis à l'extérieur de nos locaux. Donc, voilà. Ok, Alors, je vais directement avec la revue de presse. Elle est oui, déjà annoncée, c'est bon? allons-y. Oui, OK, merci. Il y a exactement un an que le Burkinabé Francis Kéré a décroché le 43e prix Pritzker, considéré comme le Nobel de l'architecture. Il faut savoir que c'est la plus haute distinction de la profession jamais décernée à un Africain. Et Francis Kéré est un pionnier de la construction écologique, notamment grâce à l'utilisation intelligente de matériaux locaux pour répondre aux défis climatiques que nous évoquons souvent. Et ses œuvres ont pour but d'impacter la vie des communautés, car, dit-il, un design de qualité n'exclut pas une architecture écologiquement réfléchie. Eh bien, plusieurs initiatives d'éco-construction se sont succédées sur le continent au cours des derniers mois, des dernières semaines, pour parvenir à cette éco-construction escomptée. Et comme toujours, Afrique 21, le premier média sur la transition écologique et le développement durable en Afrique, a été le témoin de l'actualité de ce secteur. Alors, commençons rapidement par la plus récente, notamment au Gabon, où la filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique a conclu un partenariat avec le groupe financier Africa Bright via sa société immobilière Africa Bright Development. L'accord porte sur la construction de 2 unités de logement éco-responsables couvrant une superficie de 9000 mètres carrés dans la baie des Rois. Ce site situé sur le littoral de la capitale Libreville et on passe de devenir une capitale verte, en tout cas. Et les travaux financiers à hauteur de 15 milliards de francs, c'est quelques 23 millions d'euros pour la conversion. Ces travaux non sont financés par les partenaires financiers du gouvernement gabonais. Ils permettront la création d'espaces naturels ainsi que la construction de parcs d'attractions et de logements respectueux de l'environnement à partir de matériaux locaux et surtout alimentés à l'énergie solaire. Alors, les bâtiments écologiques dont nous parlons permettront aux résidents et visiteurs de réduire leurs factures d'électricité et d'eau. On sait également que les réalisations seront vérifiées à travers le label EDGE de la Société financière internationale, l'IFC, ou la SFI. La société immobilière kenyane à son tour, Africa Logistic Properties, ALP, a également sollicité la filiale du groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé pour son label qui facilite la conception et la certification de bâtiments économes en ressources et sans émission de CO2. Au Kenya, les deux partenaires entendent vulgariser la certification EDGE que nous évoquions il y a peu auprès des promoteurs de bâtiments dans la ville de Nairobi pour limiter l'impact environnemental de leurs chantiers, notamment en encourageant l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, de systèmes de gestion des eaux usées ou encore de robinets à arrêt automatique dans les salles de bain. Bon, les spécialistes ici en ligne savent bien que ce type de robinet permet de n'utiliser que l'eau si nécessaire, notamment dans les milieux publics. Ça s'actionne quand une présence est détectée et donc ça permet d'éviter le gaspillage. Et c'est bien toujours dans les pratiques durables pour la construction. De plus, d'après une étude de la Banque mondiale, 22 infrastructures écologiques couvrant 374 334 mètres carrés, pour être plus précis, permettent d'économiser chaque année au moins 5 millions de dollars sur les factures d'électricité des bâtiments publics dans ce pays d'Afrique de l'Est grâce à une consommation d'énergie inférieure à 20% par rapport aux bâtiments conventionnels. Outre le Kenya et le Gabon, l'Afrique 21 s'est également intéressée à l'actualité de l'éco-construction en Afrique du Sud. D'ailleurs, le Green Building Council South Africa, en abrégé GPCSA, organise les 15, 16 et 17 novembre 2023 dans la ville du Cap sa traditionnelle convention de la construction verte. Et l'objectif, c'est d'encourager les promoteurs immobiliers sud-africains, notamment, à la prise en compte des conditions climatiques, ensoleillement, le vent,
à la prise en compte de ces questions d'aération et d'humidité, de l'écoulement des eaux et la collecte de l'eau de pluie, ainsi que le recours à des matériaux recyclés. À noter que malgré de telles rencontres, de nombreux bâtiments sur le continent sont encore construits en béton et en parpaing. C'est assez crucial puisque le secteur du génie civil génère 37% des émissions de CO2 liées à l'énergie. C'est selon le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement plutôt. C'est d'ailleurs dans cette logique que plusieurs industriels se tournent vers le fameux ciment bas carbone. C'est le cas de la filiale sud-africaine du groupe Lafarge-Holcim qui a lancé dernièrement un béton éco-responsable baptisé EcoPax. Le cimentier franco-suisse ne compte pas s'arrêter là puisque nous avons appris entre-temps la signature d'un accord financier de 9,4 millions d'euros avec la banque française Société Générale. Le financement contribuera à la neutralité carbone des installations de production de ciment, béton et granulat de Lafarge. Alors, ce n'est pas anodin car selon les climatologues, l'industrie du ciment est à elle seule responsable de près de 5% des émissions de CO2 que nous évoquons sans cesse à travers la planète, y compris en Afrique où on préconise l'utilisation des matériaux locaux moins énergivores, à l'instar de la terre crue, les végétaux, la paille, en raison de leur disponibilité, du confort thermique et de la régulation de l'humidité qu'ils confèrent. Avant de terminer, il faut souligner également que l'intelligence artificielle joue un grand rôle dans la construction des bâtiments écologiques. Et conscient de cela, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, IRESEN, basé à Rabat, au Maroc, a annoncé récemment qu'il allait former pendant 1 an les porteurs de projets et les employés de start-up d'Afrique de l'Ouest, du Nord et central aux technologies vertes. Le programme baptisé Herbs Go Green Tech se déroulera à Dakar au Sénégal en partenariat avec la GIZ, l'agence allemande. Les apprenants seront formés à la conception et l'utilisation des solutions digitales, notamment pour l'efficacité énergétique que nous allons sans cesse évoquer, je suppose, au cours de cette édition du IMAC et le développement de l'éco-construction, entre autres. Donc, la première cohorte de cette initiative sera composée d'une dizaine de plateformes, notamment le cabinet de conseil Adina Rimtik en Mauritanie, le programme d'incubation Lactis Species basé au Cameroun, où se tiendra du 23 au 25 octobre 2023, Chloé l'a évoqué, le sommet Climate Change sur l'habitat écolo et pour lequel Afrique 21 est partenaire. Bon, en attendant de croiser chacun de vous à Yaoundé pour cette 5e édition de ce sommet, Afrique 21 poursuit la couverture de toutes ces initiatives liées à la ville durable sur l'ensemble du continent. Pardon pour les désagréments de tout à l'heure et merci de votre attention. Merci beaucoup, Benoît Yvon. On est content d'avoir finalement réussi à vous entendre. Et je vais pouvoir à présent donner la parole à Stéphanie Ndiomo qui va modérer la suite de la session. Merci. Merci Chloé, merci de me passer la main pour la suite de ce programme qui s'annonce déjà très riche par les 2 présentations introductives que nous venons d'avoir. Donc merci beaucoup à Zineb et à Benoît qui nous introduisent déjà comme ça dans le fond de notre sujet, qui nous partagent ici les richesses inexplorées et inexploitées que nous avons en Afrique pour pouvoir bâtir durablement. Nous avons heureusement quelques héros sur le continent et ailleurs qui, n'est-ce pas, proposent par le biais de leurs actions quotidiennes des idées, des actions pour qu'on puisse, en plus d'offrir un bien-être aux communautés et populations locales, allier les exigences en termes d'écologie et d'économie en ce qui concerne l'habitat. Alors, la terre est là, les pierres sont là, la paille est là et bien d'autres matériaux encore. Mais pour cet après-midi, nous allons nous attarder principalement sur la terre avec qui d'autre que Doudou Dème qui la manipule, qui s'est fait sur le continent ami de la terre et qui va nous parler aujourd'hui de la promotion de la filière de l'éco-construction en Afrique pour démocratiser la construction en matériaux locaux et durables en nous prenant bien évidemment le projet élémentaire qu'il va nous présenter d'un bout à l'autre. Nous avons aussi ce soir, cet après-midi, selon le lieu où vous vous trouvez, la grâce d'avoir avec nous Anne-Cécile Rago, qui propose par le biais de la voûte nubienne de construire différemment, durablement en Afrique. Alors, Doudou Dème, si tu es bel et bien là, nous allons par toi commencer et nous allons t'écouter sur la filière de l'éco-construction en Afrique par le biais d'élémentaires que tu diriges avec brio. Merci d'être là. Bonjour à tous, j'espère pour l'invitation. Voilà.
voyez toute la présentation? Ouais. Ah, je ne vous entends pas. On voit très bien. Oui. Mais on vous entend pas très bien par contre. Donc, Ah. il y a un petit souci avec le micro peut-être. Enfin, on entend, mais pas très bien. Vous pouvez commencer, on vous dira s'il y a un souci. Hello. Là, on vous entend plus du tout. Allô, Doudou, est-ce que tu nous entends par contre? Est-ce que tu nous entends? Tout à l'heure, on t'entendait un tout petit peu, mais là, on t'entend plus du tout. Alors, je pense que, parce que nous n'avons qu'une poignée de minutes pour réaliser ce long exercice, si Doudou va regarder les problèmes techniques et les régler, et si Anne-Cécile Rago est disposée, nous allons peut-être inverser l'ordre pendant que Doudou. Alors, Anne-Cécile, il était prévu que tu interviennes juste après Doudou pour nous parler de l'accessibilité de l'architecture en terre à grande échelle. Ça aurait été intéressant de l'écouter d'abord, mais maintenant que les problèmes techniques s'imposent, nous allons te passer la parole pour partager avec nous les défis liés à l'accessibilité en termes d'architecture en terre. Merci Anne de prendre la main. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. A priori, oui, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment pour cette invitation. Je vais donc vous présenter rapidement le programme de notre organisation, l'association La Voûte Nubienne. On est une ONG française. On opère depuis près de 25 ans en Afrique de l'Ouest. Et le problème qu'on adresse, en particulier, c'est le fait que 80% de la population sahélienne vit aujourd'hui sous les toitures de tôle, sous les températures les plus chaudes du monde. Et donc là, la photo que j'ai mise, c'est des maisons avec des murs en terre et des toitures de tôle. Et donc notre mission, c'est la diffusion à grande échelle d'une technique d'éco-construction alternative qui s'appelle la voûte nubienne, qui est une technique ancestrale et donc qui fait écho avec la dernière citation mentionnée par Zineb. C'est une technique qui date d'il y a 3500 ans, qui vient de Haute-Nubie, qui originellement n'était pas connue dans les régions d'Afrique de l'Ouest. Et là, sur cette photo, vous voyez encore les voûtes debout du grenier du Ramséum, qui date d'il y a plus de 3000 ans. Donc, on construit des maisons 100% en terre. Là, vous voyez donc la construction de la toiture voûtée montée en briques de terre crue. Donc, on remplace ces fameuses toitures de tôle. C'est des constructions donc d'une toiture sans coffrage, construction sans bois, sans ciment, sans acier, sans matériaux de construction d'importation qui ont une forte empreinte CO2, essentiellement pour le gros œuvre de la terre qui est disponible localement. Et donc, on est sur des briques d'adobe, des briques de terre crue. Donc là, vous voyez la voûte à l'intérieur de la maison et puis un exemple de maison en voûte nubienne là, je crois que c'est au Mali, dans une zone rurale. Donc, c'est un concept qui s'applique tout autant pour un usage privé en milieu rural que pour un usage communautaire, pour des salles de classe, des centres de santé, des bâtiments agricoles, des bâtiments administratifs, qu'on peut aussi tout à fait appliquer en zone urbaine, et puis pour des bâtiments aussi également plus conséquents, comme ici la Maison des Yvelines dans le nord du Sénégal. Le principal bénéfice pour une famille qui vit dans une maison en voûte nubienne ou des personnes qui travaillent dans des bâtiments en voûte nubienne, c'est le gain en confort thermique. Là, je vous ai mis un petit relevé de température qui est issu d'une étude que vous retrouverez sur notre site internet. Donc, c'est un relevé qui a été fait au Sénégal sur quelques mois. Donc, en bas, vous avez les différentes heures de la journée. Donc là, c'est la température extérieure qui monte jusqu'à 44 degrés quasiment. Ça, c'est la température à l'intérieur d'une maison avec des murs en terre et une toiture de tôle, comme on a vu au début. Il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Température en bleu d'une maison ciment, mur de ciment, toiture de tôle. En jaune, mur de terre, toiture de paille, et la température en vert à l'intérieur d'une maison en voûte nubienne. Donc, vous voyez, sur la période entre 1h du matin et 10h du matin, il fait plus chaud à l'intérieur de la voûte nubienne qui écrète les températures, mais du coup, toutes les maisons ont un toit terrasse et les familles dorment sur les toits terrasses. Mais aux heures les plus chaudes de la journée, on peut avoir jusqu'à un différentiel de 10 degrés. Notre objectif, j'ai dit en préambule, et vraiment c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est la diffusion à grande échelle.
On a d'abord travaillé sur la simplification et la standardisation de cette technique ancestrale. Donc là, je vous illustre ce propos avec quelques images du manuel du maçon nubien que vous trouverez également sur notre site, qui est également en open source. Donc l'idée, c'était de pouvoir rendre cette technique la plus appropriable par les populations locales et de pouvoir la transmettre la plus aisément. On est sur une technique frugale, hein. Il n'y a pas besoin d'engins, d'outils particuliers, hein, juste ce moule là, que vous voyez sur la photo, un seau, une brouette. On est sur vraiment de la brique de terre crue. Les familles rurales au Sahel savent toutes fabriquer ces briques de terre crue. Et donc, c'est parce que c'est une technique qui est frugale, accessible, que c'est possible de la diffuser à grande échelle. Et pour réussir ce pari de la diffusion à grande échelle, on a choisi l'approche par le marché. C'est-à-dire qu'on ne construit pas des maisons, on construit tout un secteur économique qui permettent la construction d'un nombre croissant de maisons en voûte nubienne. Donc, bien évidemment, d'abord, on soutient l'offre. Ça veut dire qu'on soutient l'émergence d'une filière. On va former les différents corps de métier de la maçonnerie en voûte nubienne, les apprentis, les maçons, les artisans maçons, les techniciens, sensibiliser les architectes, etc. C'est des formations pour les maçons qui sont duales, sur chantier pour l'essentiel, mais aussi en académie, en classe, des formations qui sont inclusives. Il n'y a pas de bagage scolaire qui est requis pour pouvoir accéder à ces formations. La plupart des maçons, en tout cas une bonne partie, ne savent parfois ni lire ni écrire. Les formations sont adaptées dans ce sens, elles sont rémunérées et elles sont in situ, c'est-à-dire qu'elles sont délivrées dans les villages où les maçons sont recrutés, sont mobilisés. Ce n'est pas besoin de se déplacer dans une grande ville. On soutient la demande, c'est-à-dire qu'on couple la formation professionnelle avec des opportunités d'emploi. On va chercher les chantiers pour pouvoir donner des jours de travail aux maçons. Donc, on va soutenir les différentes clientèles. Par exemple, là, je prends donc notre cœur de cible, c'est vraiment les familles rurales sahéliennes, parmi les communautés les plus pauvres au monde, qui vivent, comme on l'a vu au début, sous ces toitures de tôle. Quand une famille veut construire sa maison en voûte nubienne, elle apporte 75% en nature. C'est-à-dire qu'elle apporte 75% du coût de la maison en sueur. Elle va fabriquer elle-même les briques de terre crue, elle va transporter l'eau, elle va contribuer au chantier, elle va mobiliser de la main-d'œuvre non qualifiée pour aider sur le chantier. Et puis, il y a 500 € en cash à mobiliser, 500 € pour payer le salaire du maçon et de son équipe, et puis les matériaux tels que les portes, les fenêtres, la bâche d'étanchéité, la gouttière, par exemple. Et ces 500 € quand on vit avec moins de 2 $ par jour, c'est clairement un frein. Donc, depuis quelques années, ce qu'on fait pour pouvoir développer le marché, pour pouvoir l'accélérer, on distribue des incitations financières, donc une partie de cette somme en cash, environ 75%, et ensuite la famille est capable d'aller mobiliser les 100 autres euros qui manquent. Donc ça, c'est vraiment le levier pour l'accélération du marché de la voûte nubienne. C'est des incitations qu'on trouve tout à fait légitimes, puisque déjà, on a les mêmes en France, dans nos pays. Quand on veut refaire la rénovation thermique de nos bâtiments, on est aidé par des aides d'État et on est incité à le faire. Et sachant que ces populations sont celles qui ont le moins contribué aux effets des changements climatiques et qui y sont le plus exposées. Et elles sont vertueuses puisqu'elles donnent du boulot pour les maçons et elles contribuent donc au développement de cette filière. Et puis, bien sûr, on soutient tout un environnement d'affaires favorable au développement du marché à différents niveaux. Je ne rentre pas dans les détails. On intervient sur le Burkina Faso, le Mali, le nord du Bénin et le nord du Ghana. On a des perspectives pour aller sur d'autres pays. Voilà, ça dépend des financements qu'on sera à même de trouver. Et si je vous donne quelques chiffres pour vraiment illustrer la croissance de ce marché de la voûte nubienne et donc, cette diffusion à grande échelle, dont on est aux prémices et il y a encore tout à faire. Au début du programme, on permettait la construction de 10 maisons sur une année et on faisait travailler 10 maçons. Et puis sur la dernière saison, en 2022, le programme AVN et ses partenaires ont permis la construction de plus de 1000 maisons, donc 1000 maisons sur une année, et ont permis à plus de 1300 apprentis maçons, artisans maçons de travailler. Pour conclure, vraiment tout l'enjeu à nos yeux, c'est pas seulement, alors là on est sur non seulement un matériau local qui est la terre, mais aussi sur une technique de construction, passive, thermique passive comme on l'a vu, qui est résistante aux pluies et aux vents violents et qui a de nombreux avantages, mais tout l'intérêt, c'est vraiment la diffusion à grande échelle puisqu'il y a urgence, on le sait tous, les changements climatiques s'accélèrent, ils sont déjà là
dans la région du Sahel et les plus exposés sont les plus démunis. Donc, la diffusion à grande échelle de cette solution d'adaptation, mais qui est aussi une solution d'atténuation, je ne l'ai pas précisé, je le dis en une phrase, une maison de 25 mètres carrés, ce sont 20 tonnes de CO2 évitées et zéro arbre coupé, bien évidemment, et qui contribue à un développement économique rural, puisqu'on parle non seulement de construction d'un habitat adapté et d'amélioration des conditions de vie et donc de santé, mais aussi de formation professionnelle, d'emploi, de revenus et de renforcement des économies locales. Voilà, merci. Merci à toi, Anne-Cécile. Je pense qu'on s'était déjà bien installé pour pouvoir écouter plus, pour pouvoir en savoir plus, tellement c'est beau, tellement c'est réel et concret. Seulement, le temps nous oblige à ne vous consacrer que ces quelques minutes que nous avons prévues. Nous avons effectivement dans le chat certainement des questions qui vont commencer à être posées à chacun de nos intervenants. Donc, n'hésitez pas, comme Chloé l'a dit, à poser toutes les questions et à préciser à qui elles sont adressées. Alors, Doudou Dem, je ne sais pas si tu as pu revenir et Oui. si le problème technique a pu... Ok, d'accord. J'espère, vous m'entendez? Très bien. Je pense Très que bien. sans transition, nous allons te faire la place. Très bien. Alors, je vais Merci. essayer de repartager. J'espère que c'est possible, on ne va pas perdre le son. Vous m'entendez toujours? Très bien, on t'entend très bien. Voilà, très bien. Alors, merci beaucoup, Fanny, merci Chloé, merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais parler un peu d'élémentaire, mais surtout du projet Banbaz et Diangbaz, sur lequel on travaille actuellement et qui est plus en accord avec le thème aujourd'hui de Juste, alors la présence, ça fait un peu le déroulé de la présentation, mais on va y aller directement. Donc, je vais parler de élémentaire un peu pour expliquer un peu le contexte. De Banban, qui est un projet sur lequel on travaille maintenant depuis quelques années, qui découle du coup ensuite, qui donne naissance à Diangban. Ensuite, Diangban, c'est le projet de formation que je vais un peu préciser. Et ensuite, donc, ce sont juste les précisions du projet. Pour ce qui est de élémentaire, alors élémentaire, c'est une entreprise. Alors, je me présente, c'est Doudou Dem, donc je suis ingénieur en génie civil à la base. Ensuite, j'ai fait mes études à Crater, je me suis spécialisé en architecture en terre. Donc, après mon diplôme, je suis rentré au Sénégal et en 2010, avec mon associé, on a créé l'entreprise élémentaire qui se destine à produire et à construire des bâtiments à base de matériaux biosourcés et géosourcés, donc des fibres, de la terre, de l'argile essentiellement. Donc, l'entreprise a commencé d'abord par la production. Ensuite, on s'est rendu compte que la production ne suffisait pas, il fallait construire. Donc, petit à petit, on a commencé à construire. Donc, au début, des murs de clôture, ensuite, des petites salles de classe, des écoles, ensuite des petites maisons, et de plus en plus, des bâtiments de plus en plus grands. Et aujourd'hui, on est revenu à des bâtiments particuliers essentiellement des petites maisons. Alors, élémentaire aujourd'hui a un petit tournant, donc notre volonté est d'augmenter notre capacité de production et surtout de passer un peu à l'échelle et de passer à de la promotion immobilière de façon à pouvoir dépasser nos différents freins. Donc, je vais parler un peu des freins. Donc, les freins, en fait, c'est l'impact limité. On fait quelques bâtiments, mais en termes de pourcentage, ce n'est vraiment pas énorme. Et on a aussi cette particularité c'est que nos bâtiments sont des bâtiments donc souvent qui vont coûter un peu plus cher, effectivement, mais pas parce que la construction coûte plus cher, mais essentiellement parce qu'il faut et que ce temps de conception est quelque chose qui est souvent occulté dans la plupart des classiques pour les gens des villas. Ils ne payent pas la conception et surtout le but n'est pas forcément d'avoir de l'efficacité énergétique. Or, l'efficacité énergétique peut effectivement coûter un peu plus cher lorsque l'on prend en compte un peu l'environnement et que le bâtiment doit être efficace. Donc, on avait cet impact limité parce que nos bâtiments sont souvent effectivement des bâtiments construits par des étrangers ou des Sénégalais qui sont à l'étranger, des étrangers qui sont au Sénégal, et ça va être des bâtiments qui finalement ne sont pas trop, ne sont pas représentatifs. En tout cas, le Sénégalais lambda ne se projette pas dans ce type de bâtiment. Donc, c'était un peu la limite.
le Sénégalais lambda se dit que ce n'est pas un bâtiment pour lui ou que c'est un bâtiment qui coûte trop cher. Et on arrive à un paradoxe parce que c'est un matériau, la terre, qui est souvent décrié, qui est souvent considéré pour les pauvres justement par le monde rural, ce qui n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, dans le milieu urbain, en fait, on va considérer que c'est un matériau pour l'élite. Donc c'est un peu voilà, le grand écart. Le même matériau peut être perçu de façon différente. Et donc on a donc ce souci, on n'est pas beaucoup moins cher qu'un bâtiment en béton qui va être très énergivore et qui va être confortable. À la construction, bien sûr, je parle à l'usage, on a beaucoup de bénéfices, bien sûr, mais c'est d'abord à la construction que les gens vont comparer. Et à la construction, effectivement, le prix n'est pas forcément beaucoup moins cher. Alors ça vient aussi du fait que je parle vraiment du Sénégal où on est en contexte particulier. C'est un petit pays, mais on a quand même 4 cimenteries et le ciment, finalement, même s'il est subventionné, ne coûte pas si cher. Donc, et on a donc le dernier frein qui va être la main-d'œuvre limitée. Effectivement, aujourd'hui, moi, une fois que toutes mes équipes sont, on va dire, occupées sur les projets en cours, en fait, on ne peut pas prendre plus de projets parce qu'on a une limitation de la main-d'œuvre qualifiée. Sachant que aussi, cette main-d'œuvre qualifiée étant rare, elle coûte un peu plus cher que la main-d'œuvre classique que les gens vont avoir sur les bâtiments. Donc, du coup, pour passer à l'échelle, on a commencé à travailler depuis quelques années sur le projet Ban, qui est un projet en fait de quartier. L'idée, c'est de passer sur de la quantité, de faire de la quantité de façon à pouvoir développer la filière, donc démontrer la faisabilité économique, donc pouvoir faire des bâtiments qui vont être beaucoup plus abordables, et qui vont être efficaces, mais d'abord beaucoup plus abordables et accessibles à tout le monde. Changer le regard sur les bâtiments, bien sûr, et sur les matériaux. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler sur tous les autres aspects qui ne sont pas purement que le bâtiment. Donc, c'est travailler sur l'assainissement, travailler sur les mobilités, enfin, toutes les choses qui sont aussi importantes que le bâtiment finalement et qui permettent d'avoir des bâtiments durables et des environnements confortables. Et donc, le dernier aspect qui n'est pas des moindres, c'est la formation, parce qu'on s'est assez vite rendu compte que pour faire ce projet et pouvoir le faire, donc on voudrait le faire en 5 ans, il faudrait absolument que nous arrivions à former les gens qui vont pouvoir travailler sur le projet. Donc, ce projet, comme je 3 le dis, minutes donc, il est à restantes. Thiès. Juste J'ai à fait titre de assez rappel, vite. très rapidement. Il n'y a pas de souci, c'est bientôt fini. Donc, le projet, donc, il se situe à Thiès. Donc, c'est un projet d'environ 150 logements, donc, qui est à l'étude en ce moment. Donc, on a bénéficié d'un appui de l'ADEME pour travailler sur l'étude du projet. Et donc, parallèlement, là, donc, sur le projet, on avait prévu de commencer par le centre de formation. Ce projet-là, comme je dis, il est en étude, donc on commencera certainement, j'espère, la construction l'année prochaine ou en tout cas donc au courant des années qui viennent. Mais en parallèle, on a eu la possibilité de travailler sur ce programme de formation avec la coopération luxembourgeoise qui va nous financer une partie du projet. Et on a aussi le ministère de la formation professionnelle sénégalais qui nous finance une partie. Et donc, ce centre de formation, donc on va le faire sur une année, sur 18 mois environ. Donc, l'idée, c'est de former 120 personnes à peu près. Cette formation sur 5 modules. L'idée, c'est vraiment d'avoir, on a plusieurs cibles. L'une des premières cibles, ça va être donc les formateurs de la formation professionnelle. On va aussi former donc, des apprenants qui sont soit étudiants, soit massifs, soit en tout cas dans la filière du bâtiment, mais qui ne sont pas très hauts, on va dire, dans la filière. Et on va aussi former donc, des professionnels, des architectes, des ingénieurs qui travaillent déjà dans les entreprises, pourquoi pas. Et de façon à pouvoir diffuser au maximum et surtout nous repérer et commencer à créer notre base de données de façon à pouvoir faire nos projets Ban, comme je le disais tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adopter un centre de formation à une entreprise de façon à pouvoir déjà réinsérer tout de suite les personnes formées sur les chantiers. Souvent, on s'est rendu compte que les gens qui étaient formés retournaient à leurs activités classiques parce que le marché n'étant pas assez mûr, ils n'ont pas forcément du travail. Donc, nous, avec ce projet-là, on peut garantir, en tout cas à la plupart des gens qui sont formés dans notre centre de formation, les débouchés. Donc, c'est un peu ça, c'est d'articuler entre les deux, la formation professionnelle et le privé. Donc, voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à dire. Je pourrais répondre à des questions s'il y en a. C'est un peu plus dans les détails. Je pense que je suis dans les temps. Merci Doudou, tu es bel et bien dans les temps et j'imagine
après cette présentation suffisamment exhaustive que les uns et les autres pourraient encore avoir des questions, qu'ils n'hésiteront surtout pas à déposer dans le chat. Nous avons pu déceler dans ta présentation quelques défis, notamment liés à la formation. Et plus haut, avec Zineb, nous avons noté le problème du secteur informel dans lequel sont rangés quelques acteurs. Mais avec Anne-Cécile Rago, j'ai envie de dire que tout a semblé tellement beau, tellement parfait, zéro arbre coupé, confort thermique, sur le plan économique. Bref, je voudrais très rapidement savoir s'il y a des limites et des défis liés à ce modèle, à la voûte nubienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quelques secondes là-dessus? Merci. Oui, oui, bien sûr, c'est pas non plus une solution magique qui s'adapte, en tout cas pas à tous les climats ou à toutes les zones géographiques. On construit sur la bande soudano-sahélienne, il faut qu'il y ait faut pas qu'il y ait trop de pluie, par exemple. Faut pas que la terre soit trop sableuse. On peut pas construire donc partout. C'est pour ça qu'on construit surtout sur la partie des pays du Golfe de Guinée, on construit nord Bénin, nord Ghana. On pourrait construire nord Togo, nord Côte d'Ivoire, mais dès qu'il s'agit de descendre en dessous, les pluies sont plus importantes. On pourrait construire. C'est toujours possible, mais dans le cadre d'une diffusion à grande échelle, ce serait plus compliqué parce que les chantiers devraient être mieux préparés, mieux anticipés, etc. Et on est quand même dans une optique d'une production par le plus grand nombre, pour le plus grand nombre. Ensuite, on n'a pas, effectivement, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait avec du béton. On va avoir. Alors moi, je ne suis pas la plus grande spécialiste technique, hein, donc vous m'en excuserez, mais on va avoir des voûtes qui font 3,30 m maximum. Après, on peut faire 2 voûtes avec un système poteau-poutre, donc des grandes ouvertures pour des salles de classe, etc. Bien évidemment, tout ce qui est zone inondable, alors ça, c'est complètement proscrit. Impossible de construire en voûte nubienne parce que les fondations ne tiendront pas. Donc, dès qu'il y a une zone inondable, c'est juste pas possible. C'est rarement conseillé de construire en zone inondable, mais pour la voûte nubienne, c'est vraiment pas possible. Par contre, pour tout ce qui est érosion, il y a des techniques qui ont été développées pour des techniques anti-érosion avec des enduits spéciaux, etc. Ça, je peux vous faire passer la documentation qui expliquera ces petits détails techniques mieux que moi. Mais voilà, c'est aussi beaucoup une question de pluie et de climat. Et je n'ai pas insisté dessus, mais le métier de maçon en voûte nubienne, c'est vraiment un métier de contre-saison. Ce sont souvent des paysans maçons, en fait. Hein. Donc, pendant la saison des pluies, ils cultivent. Et pendant la saison sèche, où il y a 6-7 mois d'inactivité, eh ben, ils peuvent avoir ce métier de maçon en voûte nubienne et donc avoir des revenus sur l'intégralité de l'année. Et on est dans le milieu informel, hein, pour l'essentiel. Hein. On reste dans le milieu informel et c'est un de nos défis d'ailleurs d'aller sur le milieu plus formel, d'intéresser les techniciens, de pouvoir. Je répondrai après aux questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci Anne-Cécile. Merci Doudou Dem. Merci encore plus haut à Zineb et à Benoît. Le sujet est effectivement saisissant. Il y a beaucoup d'informations et comme signalé tout à l'heure, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous étaler sur tout, mais je pense qu'avec ça, nous avons la possibilité d'avoir des questions dans le chat et de nous rapprocher aussi de vous, tant vous avez rendu vos informations personnelles disponibles. Alors, sans plus tarder, si Chloé m'en donne la permission, je vais lui repasser la parole pour la suite du programme. Oui, merci beaucoup Stéphanie et merci à tous pour vos interventions. Donc à présent, avant de passer aux questions-réponses, on va prendre un petit temps pour donner la parole au partenaire du sommet Climate Change Afrique 2023, François Osama du ministère de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun, pour dire un petit mot sur cet événement dont le thème principal sera habiter l'Afrique de manière durable et inclusive et qui permettra de poursuivre les discussions qu'on a entamées aujourd'hui en présentiel. Je vous donne la parole, François. Merci Chloé de me donner la parole. Je vous remercie aussi de nous avoir invités à ce IMAG. Ça donne un très bel aperçu de ce que nous attendons du sommet qui va se tenir à Yaoundé, Climate Change Afrique, au mois d'octobre. Pas un sommet de plus pour discuter de politique ou simplement de stratégie, mais pour du concret, n'est-ce pas, pour voir des expériences qui remontent du terrain, pour avoir les bonnes pratiques
comme celle qui vient de nous être présentée, la voûte nubienne, le projet Banban. Vraiment, je félicite déjà les acteurs de ces projets en espérant les voir à Yaoundé. Je pense que c'est vraiment dans ce sens qu'on souhaiterait aller et c'est d'ailleurs aussi ce qui justifie l'intérêt que Madame le ministre a eu en acceptant donc d'être partenaire de cet événement qui se tient donc à Yaoundé du 23 au 25 octobre. Donc, j'ai eu à le dire déjà lors de la dernière visioconférence que au MINDU, si on a au ministère de l'Habitat, si ce sommet a capté notre attention, c'est simplement parce que aujourd'hui on voudrait, dans une démarche vraiment d'appropriation sectorielle du défi climatique, on voudrait mieux arrimer nos politiques urbaines, nos stratégies urbaines sur le défi climatique, aussi bien au niveau national, mais aussi au niveau des collectivités locales, n'est-ce pas, au niveau des CTD, et également avec l'implication de l'ensemble des acteurs, y compris donc la société civile, qui est fortement invitée à ce sommet. C'est le sommet des acteurs non étatiques. Alors, avec des enjeux très forts, dont celui de la construction, vous venez de faire des belles présentations, comme je l'ai dit tantôt. Cet enjeu-là est un enjeu majeur parce que dans les différentes réunions que nous avons tenues sur l'organisation du sommet, sur l'aspect thématique, effectivement, cette question de construction durable en s'appuyant sur les savoirs traditionnels, les matériaux locaux, cette question revient sans cesse. Et c'est une question majeure pour nous qui n'a pas, de mon point de vue, encore été suffisamment explorée. Donc, nous escomptons, nous souhaitons que ce sommet-là nous aide dans ce sens. Évidemment aussi, il y a d'autres enjeux, la question de la planification urbaine, par exemple, la question de l'économie circulaire, c'est des thématiques très importantes pour nous aujourd'hui et que nous allons aborder lors du sommet. Alors, en termes de préparation, bon, l'annonce elle a été faite déjà à Yaoundé lors des GECOM avec Romain qui est avec nous, les journées économiques des communes, début juin. La préparation se fait. Il y a une équipe qui travaille autour de Madame Etame, qui est inspecteur au cabinet de Madame le ministre, qui travaille, autour d'elle, il y a déjà eu un certain nombre de réunions, puisque ce que nous essayons de faire, l'intérêt du MINDU, c'est d'abord le thème, mais on peut considérer le défi climatique de manière plus large, plus globale, et ça fait appel à d'autres acteurs étatiques qu'on essaie de mobiliser, notamment le ministère de l'Environnement et également le ministère des Forêts avec lequel nous avons une réunion la semaine prochaine. Évidemment, d'autres acteurs comme l'Observatoire national des changements climatiques. Donc, ce travail donc se fait, de préparation se fait, et ce qui nous reste à ajouter à ce stade, c'est évidemment d'inviter massivement. Nous sommes bien conscients que c'est d'abord, et nous, on est tout à fait en accord avec cette idée de donner vraiment un espace d'échange aux acteurs non étatiques qui vont beaucoup aider à nourrir cette réflexion, comme on l'a dit dans les enjeux du sommet, qui va remonter jusqu'à la COP28 et également au sommet sur les villes. Alors, ce qui me reste, c'est évidemment souhaiter que la communication puisse être faite sur l'événement, chacun dans ses réseaux, chacun également dans son aire géographique puisse faire la communication et également qu'il y ait une inscription massive, une participation massive, pas seulement la participation, on l'a dit, mais des acteurs qui peuvent venir avec des savoirs, avec des connaissances qui vont nous aider à avancer justement sur ces liens qu'on voudrait faire entre l'habitat et le défi climatique. Voilà, Chloé, ce que je pouvais dire et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent avec nous aussi
pendant cet événement qui peut donner un peu un avant-goût du sommet qui se déroulera à Yaoundé en octobre prochain. J'ai vu aussi beaucoup de partenaires habituels de Climate Change et qui seront présents dans le sommet aujourd'hui dans cette IMAG. Je ne sais pas si Carla de la FUNO, tu m'entends? Oui, Si tu veux oui, dire oui. quelques mots. Oui, merci Chloé, merci pour ce IMA qui était très intéressant et ça nous permet aussi de faire le lien avec ce que fait le PAVT. Donc, je suis Carla Doncescu, chargée de mission internationale à la FNO, Fédération nationale des agences d'urbanisme. Et une des missions de la FNO, c'est aussi de coordonner le secrétariat technique du PAVT, le partenariat français pour la ville et les territoires, qui est une plateforme multi-acteurs. Donc, on a les collectivités, entreprises, professionnels, ONG, chercheurs, États opérateurs publics qui sont mobilisés pour contribuer au nouvel agenda urbain mondial et participer au forum urbain mondial organisé tous les 2 ans par ONU Habitat. Le prochain forum urbain mondial a lieu l'année prochaine, en novembre 2024, au Caire. Et pour ça, le PFVT s'est mobilisé pour organiser des groupes de travail 2023-2024. Et l'intérêt en fait de ces groupes de travail pour cette année, c'est déjà de capitaliser sur les recommandations qui ont été faites l'année dernière, d'intégrer des engagements et leviers issus des COP, que ça soit climat ou biodiversité, et de mettre aussi en perspective les enjeux et leviers d'adaptation climatique sous de nouvelles formes de contrats écologiques, sociaux et territoriales. Et pour ça aussi, on s'appuie cette année sur un vivier d'experts et de partenaires pour des regards croisés français et internationaux. Et aussi, on associe des jeunes acteurs aux réflexions pour avoir aussi une diversité dans nos recommandations. Et l'idée cette année, c'est d'avoir des trajectoires un peu positives, c'est-à-dire si on respecte nos engagements selon des zones géographiques, une zone plus franco-européenne et une Afrique-Méditerranée. Et on a des groupes de travail sur le thème d'adaptation, habitat, limites planétaires, santé et solidarité. Et pour le groupe Habitat, on a notamment un regard croisé entre la France et Madagascar. Et pour adaptation, on a choisi la France et le Bénin. Et ces recommandations seront évoquées lors du sommet Climate Change à Yaoundé, puisque en même temps, on co-pilote un des ateliers pour les villes africaines durables et résilientes et les outils de planification urbaine. Donc, ça nous permettra aussi de mettre un peu en exergue ce qui a été dit sur le renforcement notamment des capacités d'adaptation au changement climatique et au mode de vie. Donc, avoir aussi un habitat durable et faire avec le vivant et l'existant. Avoir aussi une planification urbaine face à la précarité, à l'informalité, voir comment on peut mieux articuler le formel et l'informel, et aussi tout ce qui est accès au logement décent pour tous, et notamment les questions de financement. Donc cet atelier-là, lors du sommet, nous permettra un peu de premier jalon pour le FUM et d'avoir un peu les retours et voir comment on peut aller plus loin. Voilà, merci Chloé pour ce temps. Merci beaucoup, Carla, et merci à tous les intervenants qui ont pris la parole et à tous et toutes aussi pour votre participation dans la discussion. Je vais peut-être profiter que Carla, tu sois avec nous parce que Charlène Coissy avait une question très intéressante qui a été en partie, je crois, répondue par Anne-Cécile dans la discussion, mais sur l'image et la représentation, enfin le changement de paradigme aussi dans les représentations et les imaginaires. Et il me semble que la FNO travaille aussi un petit peu dessus. Donc, je ne sais pas si tu veux apporter des éléments aussi de réponse là-dessus ou si d'autres intervenants ont envie de réagir à cette question-là. Alors oui, la FNO travaille sur ça et on est en train aussi de voir comment on pourrait, dans l'imaginaire, construire. En fait, l'idée, c'est aussi d'avoir un récit positif pour embarquer toutes les populations et voir comment on s'inspire aussi beaucoup de ce qui a été fait et comme cadre un peu logique des limites planétaires pour un peu prendre en compte les frontières d'habitabilité et aussi d'incorporer dans nos récits positifs la notion d'espace sûr et d'espace sûr à travers la théorie du Donuts. Et après, voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et je laisse les autres compléter. Anne-Cécile,
Oui, pour compléter sur cette question sur le chat, faut quand même avoir conscience que quand on commence à faire émerger le marché de la voûte nubienne en zone rurale, il faut au moins 2, 3, 4 ans. Il y a vraiment une force d'inertie au début puisque la construction de terre n'est pas forcément celle qui a la meilleure réputation pour de mauvaises raisons, mais on va plutôt se tourner vers du béton ou vers ces matériaux qui sont considérés comme modernes. Pour autant, une fois donc ce que nous on fait, hein, on construit des bâtiments exemplaires, des bâtiments communautaires à usage agricole, par exemple, parce que c'est vraiment la preuve par le bâtiment qui, au bout de plusieurs années, est toujours là, est toujours debout, à résister aux pluies et surtout, quand les gens rentrent dans une voûte nubienne, il y a a priori, il y a une fraîcheur qui est bien plus importante que dans une maison en tôle. Mais voilà, il faut quand même avoir conscience qu'il y a une force d'inertie au début quand on lance le programme sur une nouvelle commune. Et après, c'est vrai que sur des classes moyennes, des classes des diasporas qui sont plus au fait de tous ces engagements sur le développement durable, de toutes ces tendances vertes, il y a une demande qui est assez forte. Pour autant, notre cible principale, ça reste les populations les plus vulnérables, les populations rurales. Merci Anne-Cécile. Peut-être que Doudou tu veux réagir aussi? Ouais. Parce que je pense que Ça coupe beaucoup. Je sais pas si Désolé. juste le micro, ouais, le micro n'était pas bien placé. Oui. j'ai dit vraiment, c'est vraiment Peut-être bien à qu'il la faut fin. arrêter la vidéo. Je me dis qu'en arrêtant la vidéo, on pourra mieux t'entendre. Essaye comme ça, Doudou. C'est peut-être mieux. Oui. Je disais donc que l'esthétique, c'est peut-être important. Ça ne doit pas être le plus important. Il est plus important qu'il soit ça, qu'il soit durable. L'esthétique, en fait, de toute façon, c'est assez relatif. Et c'est l'esthétique aussi qui change. Donc, pour moi, le but, c'est vraiment de réfléchir à tous les autres aspects. On finit par l'esthétique. Et donc, un bâtiment fonctionnel et qui est bien conçu, qui sera bien construit, sera forcément esthétique. Et la preuve, c'est que bon, les bâtiments que l'on construit avec du verre, ceux-là, moi, je les... Donc voilà, c'était donc pour dire que vraiment l'esthétique, pour moi, c'est vraiment, on ne doit pas s'attacher qu'au design et qu'à l'esthétique, et que je ne pense pas que ce soit le seul levier. Pour moi, le plus grand levier, ce serait que nos États, nos gouvernements construisent avec nos matériaux. Donc nos États, nos gouvernements continuent à construire des bâtiments avec du béton, métal, de façon à montrer qu'on voilà, tant qu'on continuera à construire comme ça, nos bâtiments administratifs, nos postes de portrait, nos salles de classe, oui, la population, de toute façon, voudra, aspirera. Ah, je crois qu'on a perdu, mais on a saisi les points clés, je pense. J'avais fini. Ah, J'avais fini. ok. Très bien. Zineb, peut-être que tu as aussi des éléments sur cette question-là, des représentations? Alors oui, après, j'aime beaucoup, en fait, en tant qu'architecte, on parle beaucoup d'esthétique. Et justement, je pense que, comme le disait Doudou, c'est ce qui vient à la fin. Et je suis complètement d'accord par rapport à ça. Et en fait, les contraintes climatiques, c'est ce qui enrichit le processus de conception. Et c'est pas vraiment des contraintes, c'est ce qui permet de vraiment créer un espace. Et donc, c'est ce que je disais avec les modes d'habiter. Et donc après, j'aimerais peut-être un peu parler du secteur du formel et de l'informel. Il y a eu quelques questions sur ça. Et je pense que c'est ce qui vient faire le lien, je pense, entre tous les acteurs. Et justement, je pense que j'aimerais bien parler de décentralisation parce que c'est un levier à activer. On peut identifier 3 acteurs, le public, les entreprises privées, la société civile. Et je pense que si, en fait, ces 3 acteurs, ils sont dans la ville, ils ont tous les 3 des priorités qui sont différentes. Et si on arrive, on va dire, à converger vers un but qui est commun, ben, c'est ce qui permettrait, en décentralisant les pouvoirs, de pouvoir mieux construire et s'adapter au contexte climatique. Merci Zineb. Et je crois que on n'avait pas forcément d'autres questions.
Je regarde. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la discussion ou à lever la main pour pouvoir prendre la parole. Il nous reste 5 petites minutes qu'on peut utiliser. Je sais qu'il y avait des questions après assez précises sur les intervenants. On va vous mettre l'email aussi de Climate Change. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'un contact en particulier. On pourra faire le lien et ça sera aussi une façon de continuer les discussions si vous le souhaitez. Mais s'il n'y a pas d'autre chose, on va peut-être pouvoir commencer la conclusion. Mais avant ça, si vous êtes d'accord, on va pouvoir faire la photo de groupe de ce dernier IMAG de l'année. Donc, si vous pouvez rallumer vos caméras, on va laisser quelques minutes pour qu'on puisse vous voir. Trop bien. On est prêt. Est-ce qu'on est prêt de notre côté? Ok. Alors, je vais faire un décompte. Je vais compter jusqu'à 3. Et ensuite, on y va. 1, 2, 3. Ah, on refait. 1, 2, 3. Merci beaucoup pour avoir allumé vos caméras et surtout merci à tout le monde pour votre participation au cycle de l'IMAG 2023 qui touche maintenant à sa fin. Un grand merci à nos intervenants et à notre modératrice du jour. Je vous rappelle que le magazine de cet IMAG sera disponible en fin de semaine prochaine en français et en anglais, ainsi que le replay qu'on mettra sur notre site web. Et on pourra aussi vous partager bien entendu les présentations des intervenants. On vous donne rendez-vous, donc, comme on l'a mentionné plusieurs fois au début et à la fin de cet IMAG, en présentiel à Yaoundé du 23 au 25 octobre avec le ministère de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun et tous nos partenaires, dont certains étaient présents aujourd'hui, comme Afrique 21 ou l'AFNO. Et on va vous remettre dans la discussion les liens pour pouvoir avoir plus d'informations sur l'événement. Aussi parce qu'on a lancé un appel à contribution des bonnes pratiques qui est ouvert jusqu'au 1er septembre, auquel vous pouvez répondre si vous souhaitez contribuer au sommet. Et j'en profite aussi pour vous informer qu'on va lancer une enquête de satisfaction sur l'IMAG pour évaluer et améliorer les formats et les contenus qu'on vous propose. On vous le partagera aussi par mail, mais on va pouvoir vous le partager dans la discussion maintenant. Le formulaire, il prend vraiment 5 minutes et vos retours sont très, très précieux pour nous. Donc, si vous avez un peu de temps à nous accorder, n'hésitez pas à y répondre. Je vais le mettre dans le chat. Et sinon, on vous souhaite à tous et à toutes un bon été et merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt, merci.